de la compagnie. Salut à tous, samedi 12h45, plus clair, 14e numéro de la saison. Bienvenue pour toute l'actu média, les images, nos enquêtes, les coulisses et nos invités. Au menu aujourd'hui, le Média Mix pour commencer, c'est l'essentiel de la semaine média, en images et en 5 minutes. Pour la première fois à la télé, la réaction de Roland McDan après la déprogrammation de son jeu tous les soirs sur M6. Êtes-vous plus fort qu'un élève de 10 ans, n'est plus à l'antenne depuis lundi et il a choisi Plus clair pour en parler. Notre zoom de la semaine, le président Sarkozy en Algérie, un voyage très suivi, cohorte de journalistes, nous étions avec eux. Mardi, Frédéric Tadei recevait le prix du meilleur intervieweur du PAF, journée particulière pour l'animateur de Ce soir ou jamais. Il nous donnera ses toutes premières impressions sur ce plateau. Invité de Plus clair également, Jean-Pierre Foucault, élection de Miss France, une spéciale sacrée soirée. Il est incontournable sur TF1 en cette fin d'année. Vous retrouverez vos autres rendez-vous, le zapping, l'ITV Télé, la Webzone et l'Observatoire des séries. On commence tout de suite avec l'actu de la semaine, résumé et mixé par Plus clair, c'est le Média Mix, préparé par Karima Hamzaoui et Théodore Bourdeau. C'est parti. Dans le Média Mix, celle qui fait la une de tous les JT depuis la semaine dernière. Ingrid Betancourt est en vie, une vidéo le prouve. Le gouvernement colombien vient en effet de rendre public des images sur lesquelles on voit Ingrid Betancourt. Ce vendredi, nous avons suivi son fils Lorenzo à Radio France Internationale. Il y a enregistré un message pour sa mère qui, dans une lettre publiée ce mardi, dit continuer à écouter la radio le matin. Mi mamita linda en mi corazón. Te quiero decir ante todo que te amo de toda mi alma. Pour la famille Betancourt, le rôle des médias a toujours été très précieux. Le soutien des médias est très important. Nous avons besoin d'eux pour faire comprendre qu'il faut une mobilisation. Si à travers vous, des personnes nous entendent, je leur demande s'il vous plaît qu'ils se mobilisent. Pour RFI, la mobilisation médiatique justement est essentielle. Il nous est arrivé d'avoir des médias, mais je pense que là, ça a dépassé tout ce qu'on avait imaginé. Et c'est vrai que ça montre, à mon avis, l'importance énorme qu'a acquis les dossiers otages. Un otage en la libération, selon le président Nicolas Sarkozy, est une priorité de la diplomatie française. Autre infomédia, cette semaine, France Télévisions a publié son bulletin de notes sur 10, des programmes les plus appréciés par les téléspectateurs au mois de novembre. À France 2, Faisons un rêve, une pièce de théâtre de Sacha Guitry a obtenu 8,6 sur 10, elle était diffusée en prime time. Merci. Quant à France 3, c'est le téléfilm de Delima Leval, Le Lien, qui a obtenu la meilleure note avec 8,8 sur 10. Ce genre de baromètre de satisfaction a été réalisé grâce à un sondage mené auprès de 10 000 personnes interrogées quotidiennement sur Internet. Depuis lundi où on a publié ce baromètre, finalement, les gens n'arrêtent pas d'en parler. Eh bien, ça veut dire que la mission, elle est gagnée. En attendant, pour ne fâcher personne, seules les notes au-dessus de 7 ont été communiquées par France Télévisions. Impossible pour nous, donc, de vous révéler qui sont les plus mauvais élèves. Vous vous souvenez peut-être de Natacha Kampusch, cette jeune Autrichienne séquestrée pendant 8 ans par un déséquilibré. Très présente dans les médias depuis son évasion en août 2006, on la verra à la télévision autrichienne à partir de février 2008. Elle y animera un talk show. Le principe, une discussion ouverte avec une personnalité de son pays. Allez, générique, bonjour, on y va, c'est parti, bonne émission. Enfin, dans le Média Mix, rencontre avec Koé. L'animateur lance bientôt sa quotidienne sur TF1. Cette semaine est sorti ce DVD. Qu'avec du cul, des héros et de la baston. Soit 2h30 d'images interdites ou trash de ce qu'il fait à la radio et sur TF6, et ça donne ça. Tu lui fais à Chauve-Zizi, premier chamois. Comme à Plus clair, on est super curieux. On a voulu savoir comment se déroulait l'enregistrement de cette émission complètement folle, mais on n'est pas les seuls. Allez, tu vois, elle est avant toi. Parce que ça, c'est une caméra. Et comme ça, il y en a plus. Dans cette émission, les invités sont des habitués, mais qu'est-ce qu'ils en pensent de Koé ? Je le trouve comme un espèce de dernier de la classe, comme ça, comme à l'école, quand il y a un dernier de la classe qui chahute et tout le monde rigole. Dans le couloir, attention, rencontre entre deux univers. Miss France 2007 pour sa dernière télé sous ce titre et Jean-Yves Lafesse. Il me demandait si c'était pas pénible, les salons, voilà, de la saucisse, des trucs comme ça. Donc on va faire. Avant de les accueillir, Koé révise ses fiches. C'est très con, ça on va pas le faire. Donc je refais un check quand il reste 3 quarts d'heure. Ça me permet de regarder et de me dire ça, je veux absolument le faire. Amel Bent, elle, répète. Elle te fait chier la fille qui chante, tu veux que je monte de se taire ? Un mot de moi, je fais taire Amel Bent. Hein.
Bon bah nous on va essayer de demander à Cécile de Minibus le concept de l'émission. Mais en fait c'est finalement 80% d'impro puisque finalement on fait jamais ce qui est marqué sur le conducteur parce que les gens rentrent, sortent et finalement ça fait une espèce d'émulation et un truc plutôt marrant à chaque fois. L'enregistrement de l'émission aura duré en tout plus de 3 heures pour 1h30 diffusée tous les vendredis soirs à 23h25 sur TF6. Depuis lundi à 20h05 sur M6, Exit, êtes-vous plus fort qu'un élève de 10 ans? Place à la série Tout le monde déteste Chris, déçu par les audiences. La chaîne a décidé de stopper la quotidienne, animée par Roland McDan. Le jeu aura une nouvelle chance en prime time. Ce sera le mardi 18 décembre prochain. Roland McDan a choisi Plus Clair pour en parler. Il est avec nous. Merci beaucoup, Roland McDan, d'être venu sur... Merci de m'accueillir. D'être venu sur ce plateau. Première question toute simple, Roland McDan. Comment vivez-vous l'arrêt de cette émission? Je suis un petit peu, je vais pas faire l'hypocrite, je suis un petit peu déçu, mais moyennement déçu dans le sens où c'est vrai que la chaîne va faire des prime time, donc c'est pas vraiment, c'est un échec, on va dire, localisé, parce que lutter contre les 2 journaux télévisés, quand tout d'un coup vous avez 10 jours de grève et que les gens sont quand même... Pour eux, leur principal truc, c'est savoir demain, est-ce que ça continue, machin. Après les 10 jours de grève, on a eu 2 jours où certains de jeunes brûlaient les bagnoles 4x4. Donc là, effectivement, l'actualité est toujours brûlante. Ensuite, on a eu Sarkozy qui nous a, avec 19 millions de téléspectateurs, lui, il nous a planté le couteau. C'est normal, parce que quand il y a 19 millions de personnes qui regardent Sarkozy, il y a forcément moins qui regardent la 6, c'est un jeu. Donc voilà. Comment la chaîne vous a appris l'arrêt de la quotidienne? Comment vous en avez discuté? Comment ça s'est passé? Non, on n'en a pas discuté. Je ne suis qu'un pion sur un échiquier. Mais en revanche, non, ils ont été très courtois. Ils vous l'ont dit le vendredi, ça s'est arrêté lundi dernier. Ils vous l'ont dit le vendredi d'avant. Quand est-ce qu'ils vous l'ont dit exactement? Ah non, je l'ai su le vendredi pour le lundi. D'accord. Vous avez trouvé ça brutal? Non, j'ai pas trouvé ça brutal pour moi, honnêtement. Sincèrement, pas du tout. C'est une décision qui a été prise et je la respecte. Maintenant, je pense qu'il y a eu une petite erreur à partir du moment où la chaîne voulait faire, mais quand je dis bien une petite erreur, mon jugement n'a aucune valeur. À partir du moment où la chaîne avait décidé de faire un prime time, je pense, moi, qu'on aurait dû aller jusqu'au 18 décembre, jusqu'à la fin. Jusqu'au prime. Et puis dire, voilà, à partir de janvier, on va faire des primes. Vous regrettez la présentation d'un jeu télé? C'est un défi que vous étiez très content d'accepter au mois de septembre. Vous étiez très excité, vous le disiez. Vous disiez aussi que la télé vous faisait peur. Aujourd'hui, vous vous dites quoi? Non, alors, encore une fois, j'adore faire ça. J'ai bientôt 60 ans et je viens de découvrir un nouveau métier. Et je remercierai jamais assez la 6 et les gens qui m'ont choisi à la 6. Parce que c'est eux, quelque part, qui m'ont dit « Ah, vous pouvez le faire », alors que je pense... J'avais même aucune idée, j'avais même pas pensé le faire un jour dans ma vie. Et en faisant cette émission, honnêtement, j'ai pris un plaisir énorme, je me suis amusé comme un petit fou, et j'espère que ça va continuer. Vous avez regardé Tout le monde déteste Chris, qui remplace votre jeu? Non? Oui. La série? Non, j'ai surtout regardé les chiffres. Et alors? C'est amusant, parce que... Non, c'est amusant parce que si vous voulez, on peut en parler. Mais allez-y, je vous en prie, on est là pour ça. C'est très compliqué la télévision. Alors, effectivement, on arrête une émission, on en met une autre, machin. Bon, le jour... Enfin, c'est une série, donc c'est pas comparable. Voilà, bien entendu, c'est normal que les chaînes, ça leur coûte beaucoup moins cher, donc c'est normal qu'ils fassent ça. Mais sur les taux d'écoute, le deuxième jour, ils sont déjà... ils ont perdu 600 000 dans la journée, d'un jour sur l'autre, donc tout ça veut rien dire. Et pourquoi ils perdent 600 000? C'est pas parce que c'est moins bon, c'est parce que simplement... Il suffit qu'il y ait une actualité un peu chaude sur le journal, et bien forcément, il y a 400 ou 500 000 spectateurs qui s'en vont sur les journaux. Mais c'est sûr que c'est moins grave quand c'est une série américaine qui coûte pas trop cher, et c'est un peu plus grave quand c'est une émission avec un studio qui coûte un peu plus cher. Bon, le théâtre, en tout cas, ça marche très bien. Voilà, là, au théâtre, je suis mon propre chef. Vous êtes au théâtre de Jazé, Best of McDan, c'est un one-man show. Ce sont les meilleurs moments de vos sketchs. Les meilleurs moments de 30 ans de carrière, on va dire. Vous êtes à Paris jusqu'au 31 décembre, c'est ça? 31 décembre, et puis après on va partir en tournée, voir un petit peu les Français, les Belges, les Suisses, et on fait une grosse tournée qui s'échelonne sur environ 8 mois.
Merci en tout cas d'être venu en parler sur le plateau de Plus Clair. Et puis évidemment, dès qu'il y a du nouveau du côté d'M6 ou avec des autres chaînes, vous revenez. Faites-moi confiance. Parce que c'est ici que vous venez en parler. Merci Ronan McDan. On passe sans transition à la semaine de Nicolas Sarkozy. Il était en Algérie pour une visite d'État de 3 jours. Voyage très attendu évidemment par la population et par les médias algériens. Pour les journalistes qui suivent la délégation présidentielle, comment traiter l'info dans un climat toujours un peu lourd? Laetitia Krupa était sur place. Récit. Lundi matin, aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, 7h. Les équipes s'apprêtent à embarquer pour l'Algérie, un VO sous haute tension qui réunit 96 journalistes, le double de d'habitude. VO, ça veut dire voyage officiel. Mais souvent, les gens du métier l'appellent voyage organisé parce que pendant 3 jours, tout leur travail sera balisé. Dès l'arrivée à l'hôtel, avant même de déposer les bagages, l'équipe d'RTL plante une antenne satellite pour le premier direct de la journée. Tu m'assois bien. Isabelle Datte assure le duplex du 12-30. Ça va toujours très vite les voyages de Nicolas Sarkozy. Les plannings sont très serrés. Donc c'est pour ça que maintenant on se balade partout avec une valise satellite parce qu'autrement c'est impossible autrement. Je crois que même pour l'entrée, je crois qu'il y a même un pool. Le pool, c'est en fait les 3 chaînes historiques TF1, France 2 et France 3 qui sont chargées de la couverture de toute la visite officielle. Après contribution aux frais techniques, les autres chaînes françaises peuvent utiliser librement les images. 16h30, l'avion présidentiel atterrit. Le caméraman de France 2, Stéphane Guimau, va devoir filmer la descente du président dans la bousculade. C'est un peu la course pour être bien placé là en fait. En fait, c'est un peu le joyeux bordel pour le moment. Et pour ce voyage, celui qui dirige les opérations, c'est Jean-Pierre Atlan de France 2. Bon, comme ça t'as l'avion, on sera mieux là. Ok, au total pour les télés françaises, on est 3. Donc après, mes collègues vont être disséminés. On en a un qui est assez haut là-bas, qu'on voit sur les toits. Moi, je suis ici au niveau du sol pour avoir cette descente si on arrive à la voir. Et mon collègue, lui, va essayer de suivre les 2 présidents au plus près. Ça peut paraître de l'extérieur des images très formelles, etc. Mais c'est une image en photo que vous retrouverez sur la une de vos quotidiens et en télé, il la fallait. 18h, retour à l'hôtel Sheraton. Nicolas Sarkozy orchestre une rencontre entre chefs d'entreprise français et algériens. Pour les 20h, les monteurs et les journalistes s'activent dans les cabines placées dans les coulisses de la salle. Jean-Pierre Atlan, le responsable du pool, lui continue sa course à l'image. Il ne faut pas rater la sortie du président. Il descend par où là? Attends, s'il sort par là, je le fais en couleur, c'est mieux. Non, moi je préfère rester là. Finalement, le caméraman de France 3 avait raison. Nicolas Sarkozy est sorti de l'autre côté. Les journalistes ont du mal à vous suivre. C'est bien la première fois. Mardi matin, rendez-vous au sanctuaire du Martyr à Alger. Céline travaille pour RMC, qui est très écoutée dans le pays. Elle est une des seules à essayer d'échapper au parcours fléché par l'Elysée. Hier, ça a été un petit peu compliqué pour aller dans les rues d'Alger, surtout qu'ici on est très surveillé, la presse on est très surveillée, même si on a des autorisations de tournage, on est super surveillé. Et donc voilà quoi, il faut se débrouiller pour prendre un taxi. Après, vous pouvez tourner tranquillement dans les rues, mais c'est de sortir qui est compliqué en fait. Midi à l'hôtel El Mitak, au cœur de la capitale, c'est le défilé des directs, toujours avec le principe du pool, une caméra pour toutes les chaînes. Il n'y a pas beaucoup de choix de décor, hein. T'as vu, c'est ou le palmier ou le palmier. France 24 là, on essaye de les faire vite fait parce qu'à 20 je vous pique. Hein. Mais Jean-Pierre, vous vous occupez aussi des directs? Je m'occupe de tout. Ben oui, je suis chef de pool. Ça comprend les tournages, les envois de sujets, les directs, etc. Et est-ce que l'Elysée donne des directives? Absolument pas, non. Non, on est libre, on fait ce qu'on veut. Après LCI, France 24 anglais et France 24 français, c'est au tour de Christian Mallard pour France 3. J'attends le téléphone de Jean-Pierre Atlan, l'oreillette, et on est à 3 minutes du direct. Voilà Jean-Pierre. Allez, vite. Oui, je t'entends là, ça y est. Oh putain, c'est les miracles de la technique. Il y a le Seigneur. C'est télémiracle. Christian Mallard, c'est un peu le doyen des voyages officiels. Il y participe depuis la présidence Mitterrand. Avec Nicolas Sarkozy, il reconnaît un changement de méthode. On a un président qui est tout neuf, qui est jeune, qui est dynamique, qui veut donner une impulsion différente. Très bien, parfait. On est toujours en permanence sur le qui-vive, le chaud, ce qui fait que je pense que la qualité du traitement se perd un peu parce qu'on ne prend pas le recul nécessaire.
Pourtant, Nicolas Sarkozy est le premier président à convier à chaque voyage les journalistes à une réunion informelle où toutes les questions peuvent être posées sans caméra ni enregistrement audio. Ce soir-là, ça s'est passé à l'ambassade de France, juste avant la rencontre avec les expatriés. Il est convaincant en plus. Moi j'ai vu des gens qui n'étaient pas convaincus du tout, sortir d'un point off, il n'avait plus rien à dire. Oui, il est très bon. Mais le moment le plus tendu de ce voyage, c'était mercredi à l'université de Constantine. Les journalistes tentent de prendre la température, l'accueil est mitigé. Et l'Algérie, Et après, quand on se déplace, ça va un peu mieux, mais on entend rarement des vives Sarkozy quand même. Première fois que je vois ça. On essaie de filmer, mais on peut pas, quoi. Les mecs du raid nous tombent dessus, la sécurité aussi, donc on est repoussé à chaque fois. À bout de bras, on essaye d'y arriver. On arrive à avoir 5 secondes de plan, c'est tout, maximum à chaque fois. Le voyage de Nicolas Sarkozy s'est terminé avec un bain de foule dans les rues de Constantine, garde du corps et journalistes collés au président. C'est un peu mouvementé, mais on a l'habitude, parce qu'avec ce genre de foule, c'est dur de récupérer une phrase, ou alors c'est vraiment un coup de chance. Mercredi soir, retour à l'aéroport. Les journalistes politiques, eux, sont déjà repartis pour un autre voyage officiel ce week-end à Lisbonne. Avec son émission Ce soir ou jamais, il s'est construit la réputation d'intervieweur hors norme. Cette semaine, bingo, Frédéric Tadei a reçu un prix. Est-ce que le libre penseur du PAF aime les récompenses? Son talk-show culturel en a-t-il besoin? Que pense-t-il avoir apporté à la télévision? Et a-t-il d'autres envies? On va lui poser toutes ces questions. Frédéric Tadei est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être venu sur le plateau de Plus Clair. Vous venez de recevoir mardi le prix Philippe Caloni. C'est un grand journaliste culturel, homme de radio qui est disparu en 2003. Ce prix couronne, je cite, un journaliste ayant fait preuve de talent et d'éclectisme, en particulier dans l'exercice de l'interview ou de l'entretien. Vous en êtes le premier lauréat. Content ? Oui, d'autant plus content que c'est le prix Philippe Caloni et que c'est quelqu'un que j'écoutais sur France Inter et que c'est un prix qui récompense un intervieweur. C'est une catégorie à part, les intervieweurs, et finalement, on les a jamais traités non plus comme une catégorie à part. Du temps des 7 d'or, il n'y avait pas de 7 d'or du meilleur intervieweur. Le fait qu'il y ait un prix maintenant, je trouve que c'est une bonne idée. C'est un genre spécial, l'interview. Deuxième saison de Ce soir ou jamais, c'est diffusé chaque soir sur France 3 à partir de 23h25. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué par rapport à la première saison ? Enfin, il y a des tas de choses sur la forme, sur le fond, rien. Les fondamentaux n'ont pas changé. Ça continue d'être l'actualité vue par la culture. Mais vous, est-ce qu'il y a des erreurs que vous faisiez l'année dernière? Oui, j'étais très très mauvais. Moi. Non, c'est vrai. Donc vous avez l'impression d'avoir évolué, d'avoir trouvé des choses, d'avoir... Je suis plus à l'aise de toute façon. L'année dernière, à la même époque, par exemple, je travaillais trop. Et en travaillant trop, je me trouvais pas bon. Dès que j'ai commencé à travailler moins, je me suis trouvé un peu meilleur. On vous a suivi le jour où on vous a remis ce prix et lors de l'enregistrement d'ailleurs de Ce soir ou jamais, le même jour. Un sujet réalisé par Sami Beramoun. On regarde les images, on en parle après. Mardi, journée chargée pour Frédéric Tadei, d'abord avec la présentation de son émission Regarde les hommes changer sur Europe 1, qu'il prépare à l'aide de fiches particulières. Je sais que j'ai fini quand cette page-là, format 3, est remplie, à peu près. C'est pas que j'ai fini, mais je sais que je devrais pouvoir à peu près... je sais à peu près ce que je dois savoir sur mon invité. Il a une espèce d'énorme papier et puis il écrit en rond. Très curieux. Aujourd'hui, l'invité, c'est l'homme de théâtre suisse, Luc Bondy. Luc Bondy, vous êtes suisse. Qu'avez-vous de suisse exactement? Le passeport, en tout cas. À peine le temps de saluer ses auditeurs et l'animateur radio remet sa casquette de journaliste télé, tracassé tout de même par les invités manquant à son plateau, le soir même sur France 3. Normalement, à cette heure-ci, je sais qu'il y a et on n'est pas en train de... Là, c'est exceptionnel parce qu'on a tout refait hier, quoi. Mais pas de temps à perdre, surtout quand il s'agit d'une remise de prix. Le journaliste érudit recevait mardi soir le prix Philippe Caloni, qui le sacre meilleur intervieweur de l'année. C'est la première fois qu'on remet un prix à un intervieweur, qui est une catégorie, je trouve, très spéciale de ce métier. Un instant qu'il savoure avec ses parents. La maman. Et sans jamais perdre de vue le direct imminent. Ce soir, ce sera vraisemblablement l'émission que j'aurai le moins préparée. Il m'est arrivé de certaines que j'ai pas préparées, mais alors là, c'est dingue.
Enfin arrivé au studio de France 3 dans les coulisses de Ce soir ou jamais, on s'affaire avec une productrice conquise. Frédéric est l'animateur le plus chic que je connaisse. Tout lui va, c'est un dandy. Séance maquillage et une version des fiches by night cette fois. C'est mes anti-sèches, c'est posé par terre et comme le sol est noir, c'est écrit en blanc. Dernier préparatif avant le début de l'émission qui a réalisé cette semaine sa meilleure audience depuis septembre dernier. Je n'ai aucune nostalgie pour les années 70, pour cette année qui était des années pour moi de dictature. Je dis bien dictature intellectuelle, je ne dis pas de dictature politique. Il y avait des avantages, les loyers étaient moins chers en centre-ville. Il n'y a pas un truc qui m'a servi. Là, je vais pouvoir enfin. Et puis ça recommence demain. Ce soir-là, Alain Soral, écrivain qui a soutenu Jean-Marie Le Pen aux dernières présidentielles, et sur le même plateau, Ouria Boutelja qui représentait les indigènes de la République. C'est l'éclectisme version Ce soir ou jamais. Ah oui, certainement. C'est très important, je crois, dans une émission comme celle-ci, qui est une émission de débat, où encore une fois, c'est la culture qui regarde l'actualité. C'est très important qu'on ne soit pas dans ce qu'on a coutume maintenant d'appeler la pensée unique, c'est-à-dire où on nous fait croire que tout le monde est d'accord sur tout. Ça n'est pas vrai. Et vous ne vous interdisez personne? Non, ça en revanche, ça a été véritablement une des conditions que j'avais mises à faire cette émission. C'est qu'il n'y avait pas de blacklist, comme on dit, parce que ça aussi, c'est une réputation de la télé. Il y a des gens qui sont blacklistés. Moi, on m'a dit, il n'y a personne qui est blacklisté, et ça s'est tenu jusqu'ici. Alain Soral, on le voit, hein, ceci dit, ailleurs que... Non, mais je ne pensais pas à Alain Soral. Et Alain Soral, c'était la première fois qu'il venait, d'ailleurs, en un an et demi. Donc. Vous avez fait vos débuts en tant que journaliste aux côtés de Jean-François Bizot, qui était le fondateur de Radio Nova, du journal Actuel, c'est le pape, comme on dit, de la contre-culture. Il a disparu en septembre. Vous pensez souvent à lui? Je pense évidemment souvent à lui, et c'est quelqu'un qui a été très important pour moi. Et Ce soir ou jamais, où il est venu d'ailleurs l'année dernière, c'est aussi fondé là-dessus. L'apprentissage de Bizot, et pourquoi on fait toujours référence à l'underground, c'est qu'il savait que ce qui va faire bouger le monde est aujourd'hui dans les marges. Ce sont les contestataires. Et ce qui va faire bouger la culture, évidemment, ce sont ceux qui aujourd'hui sont dans les marges et qui sont les contestataires. Donc dans Ce soir ou jamais, vous avez ce mélange de gens de ce qu'on va appeler de l'establishment, les gens que tout le monde connaît, les gens prestigieux, les gens reconnus. Il y a la place pour ça aujourd'hui, encore à la télévision. Il y a la place pour les mettre ensemble sur le même plateau. Est-ce que quand on commence à durer un petit peu en télé, il faut avoir fait des concessions? Est-ce que vous en avez fait? Je crois pas. Maintenant, d'autres pourraient avoir une autre... Moi, j'ai toujours fait de la télé à la marge. Et c'est vrai que j'ai tendance à me rapprocher du centre aujourd'hui en animant, en redevenant un animateur en devenant. Et quand la marge marche, ça devient c'est plus la marge. La marge fait encore partie de la page, disait Kenneth White. Mais si vous voulez, j'étais à la marge quand vous faites la première partie de Nulle part ailleurs, quand vous faites Paris dernière, et encore aujourd'hui, même si je me rapproche du centre et que je suis devenu un véritable animateur de télévision, ce n'est jamais qu'une émission de deuxième partie de soirée qui, quand elle fait 10% de part de marché, tout le monde est très content. Je ne suis pas confronté à des challenges comme ceux du prime time. Je ne me le souhaite pas. Et comment vous le voyez, votre avenir à la télévision? Pour moi, mon avenir à la télévision, ça s'arrête toujours à la fin du mois de juin. Ça fait 15 ans que ça dure et ça continue. Vous ne signez pas vos contrats de toute façon? Si, maintenant je suis obligé. Oui, c'est vrai qu'avant je les signais toujours à la fin de l'année, mais maintenant je suis obligé de les signer au début. Depuis que je fais vraiment de la télévision, je suis un vrai animateur de télévision, donc je suis obligé. Je suis obligé de signer au début. Je ne crois pas m'être rangé pour autant, mais bon. Merci en tout cas d'être venu nous parler de ce prix et de votre émission sur le plateau de Plus Clair. On va passer au Bug TV quand la télé dérape, perd le contrôle et devient presque absurde. C'est la sélection hebdomadaire de Vincent Calvet. Dans Bug TV cette semaine, on s'est posé la question suivante, mais pourquoi le présentateur Damien Giglet est-il si pressé ? Et oui, tous les soirs, dès la fin du journal, il ne s'attarde vraiment pas sur son plateau. A tout de suite. À croire qu'il n'est pas à l'aise devant la caméra, on a bien remarqué un soir quelques signes de fatigue significatifs. Significativement relevé. Ça, ce n'est pas au journal de Claire Chazal sur TF1 que l'on verrait de telles approximations. Voilà pourquoi il existe des programmes de de reforestation bien évidemment. Mercredi soir sur France 2, ça se discute, nous posait la question suivante. Faut-il aller jusqu'au bout de ses fantasmes ? Avec un Jean-Luc Delarue tout en pudeur qui a bien su éviter de trop s'immiscer dans les vies privées de ses invités.
Qui a déjà fait l'amour dans un ascenseur? Vous avez des enfants? Vous faites l'amour avec d'autres hommes qu'avec votre mari? Vous faites l'amour avec d'autres femmes? Ça vous excite? C'est quoi ce lapsus? Delarue et son équipe ont tout de même eu un véritable scoop puisqu'ils ont réussi à faire venir sur leur plateau en direct le vrai Batman. Et on a appris ce soir-là que Batman est belge et échangiste. Il y a une rencontre qui s'opère, il y a un instant, une alchimie qui se crée, et puis voilà. Mais question fantasmes sexuels, on était servis cette semaine avec l'émission Silence ça pousse sur France 5 et deux animateurs qui sont un peu les Shirley et Dino du végétal. Bonjour. Bonjour. Et eux, ils n'hésitent pas à aller au bout de leur fantasme, faire l'amour avec les arbres. Tu peux le faire avec les érables, tu peux le faire avec tous les arbres. Tu vois, il y a des branches qui sont un peu comme ça, c'est pas bien. Ce sont des fantasmes que vous réalisez là? Eh ben bravo. À suivre, après la pub, le zapping, l'ITV Télé, cette semaine Pierre Mathieu et Julien Lepers, l'Observatoire des séries, la télé des voisins, la Webzone et notre invité Jean-Pierre Foucault, c'est juste après la pub. Retour sur le plateau de Plus Clair, tout de suite comme promis, le zapping. Quand deux personnalités de la télé font les questions et les réponses, ça donne l'ITV Télé cette semaine Pierre Mathieu, Julien Lepers, on regarde. Avec quelle personnalité t'as-t-on déjà confondu? Arlette Chabot, parce qu'on a le même coiffeur visagiste. Qui tient la télécommande à la maison, Juju? C'est ma main droite. Connais-tu une animatrice télé qui s'est fait refaire les seins? Oui, Julie Reynaud. Participerais-tu comme candidat à Koh-Lanta? Alors, Koh-Lanta, certainement pas. Non. Moi, les vers, je les aime qu'en poésie. Est-ce que tu kiffes Arlette Chabot? Ça me gêne un peu qu'on en parle, la blessure est encore fraîche. Est-ce que toi aussi, comme Michel Drucker, tu aimes les chiens? J'aime les chiens, j'aime les chiennes, surtout. Chante-moi ton générique de télé préféré, Julien. Quel est l'animateur ou l'animatrice du PAF, paysage audiovisuel français, le plus mal habillé? Julien Courbet, période chemise en satin, violine. Signé Alain Visniac. Très bon générique télé. Selon toi, quel est l'homme politique qui ferait un bon animateur télé? Charles Pasqua. Il n'a tellement rien à foutre de tout. Quelles sont les initiales de ton pire ennemi dans le PAF? Alors c'est lui qui me déteste, c'est AA. Avec quel animateur ou animatrice de météo partagerais-tu un dîner aux chandelles? Il y en a une qui me plaît bien en ce moment, mais elle plaît à tout le monde. C'est Louise. Elle est chez vous, Louise. Louise Bourgoin. Je t'embrasse, Louise. Quel est ton rituel, ton petit truc, juste avant de passer à l'antenne? Il y a une photo de Virginie Efira dans les couloirs du studio et je dépose un baiser entre ses seins. Si tu devais commenter les obsèques d'un animateur télé, ce serait lequel? Stevie Boulet, il n'y a pas beaucoup de trucs à préparer. La télé est-elle l'opium du peuple, Juju? C'est plutôt le Valium du peuple. Est-ce que tu demanderais à Valérie Damido de redécorer ton appartement? Non, ni de venir manger à la maison. Quel animateur ou animatrice du monde de la télévision en France embrasserais-tu sur la bouche? Virginie Efira, pour changer des seins. Voilà, une ITV croisée réalisée par Alexandre Pérez. Pierre Mathieu est un lève-tôt. Vous le retrouvez tous les matins sur M6 à partir de 8h. Julien Lepers, quant à lui, c'est en fin d'après-midi sur France 3 et exceptionnellement à 20h50, le mercredi 12 décembre pour un question pour un champion spécial cagnotte. Will and Grace et Elworld aux États-Unis, Clara Scheller en France. Les gays sont devenus les héros de plusieurs fictions télé, mais ce ne sont pas les seuls chouchous des scénaristes. Aujourd'hui, le personnage qui transgresse, qui s'amuse et dérange tous les codes, c'est le transsexuel. Explication de Vincent Calvet. Et si les séries télé pouvaient faire tomber les tabous? Depuis octobre aux States, la série Dirty Sexy Money permet à un transsexuel de tenir un rôle récurrent à la télé. When will you tell your wife? About the Senate? No, about us. Candice Kane est comédien et transsexuel. Il est apparu déjà dans un épisode des Experts Manhattan. Dans Dirty Sexy Money, c'est la maîtresse d'un jeune politicien new-yorkais. Depuis plusieurs saisons, des personnages transsexuels apparaissent de plus en plus dans la fiction américaine. Une tendance plutôt bien accueillie par la communauté gay. Aujourd'hui, il est clair que si des scénaristes décident pour une chaîne de télévision de faire un sujet sur un transsexuel, il y aura beaucoup d'accompagnement et ça sera fait en lien avec des personnes transsexuelles et la communauté transsexuelle américaine, et donc ça ne sera pas fait contre. Voilà.
Forcément, cette tendance nous en rappelle une autre. À la fin des années 90, de nombreux personnages homos sont apparus dans des séries télé. L'occasion pour les gays de se trouver des modèles, quitte à accepter quelques clichés. I can't carry the whole gay community on my back. Depuis, un homo dans une fiction, ça ne surprend plus grand monde. On a interviewé récemment une musicienne américaine qui nous disait il y a tellement de personnages gays dans les fictions américaines maintenant que ça devient presque saoulant d'être gay ou lesbienne à New York parce qu'on a l'impression d'être dans une série télé. Si aujourd'hui voir un gay c'est presque un peu cliché, les transsexuels eux représentent une vraie nouveauté pour les auteurs de séries télé. Dans Ugly Betty qui sera diffusé début 2008 sur TF1, le fils d'un propriétaire d'un magazine de mode réapparaît et il a bien changé. Hi Daddy, I'm back. Alex? You can call me Alexis. Et même la France s'y met, l'ancienne animatrice de radio Macha Béranger tiendra prochainement le rôle d'un transsexuel dans la série Père et Mère, toujours sur TF1. Si les trans deviennent tendance sur le petit écran, il reste à voir si cela permettra de faire mieux accepter cette minorité sexuelle. I don't care what she's got under that dress. Oh? Depuis jeudi dernier sur Canal+, les ados anglais se montrent sous leur vrai visage. C'est un peu la honte. Ça n'a rien d'exceptionnel pour un mec de 16 piges de pas encore avoir couché. C'est grave la honte. Skins, c'est une série sur les ados écrite en partie par des ados. En France aussi, on a un auteur ado, Boris Bergman vient de passer à l'acte. Son premier roman vient d'être publié. Comme quoi, de nos jours, les jeunes parviennent vraiment à se faire entendre. La chose positive, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est qu'on nous laisse notre chance. Qu'on peut le voir par exemple avec Skins, avec mon exemple, on nous laisse notre chance parce que nous on veut montrer qu'on est jeune certes, mais qu'on a de la culture, qu'on a envie de faire des choses et qu'on va faire des choses. Depuis son apparition sur Channel 4, Skins a fait sensation outre-Manche pour son portrait d'une jeunesse anglaise drôle et trash à la fois. Ici il est principalement question de sexe et de défonce, bref, l'anti-Dawson. Quoi, tu veux dire Shakespeare, un truc du genre? Dawson en fait. Ouais, si tu le dis. Je connais pas cette série, mais si vous avez envie de foutre en l'air vos vies à regarder la télé... C'est vrai que les séries télé sur ados, enfin c'est aberrant quoi, c'est vraiment les trucs les plus endormants. Les mecs ils ont 35 ans, ils jouent des gens de 18 ans. Et c'est tout? Non. Dans Skins, il y a des clichés certes, mais on sent que ça a été vraiment fait par des ados, par des gens qui connaissent la chose. Skins, c'est donc le jeudi soir en deuxième partie de soirée sur Canal+. Attention, si vous êtes parent d'un ado, vous aurez peut-être du mal après à trouver le sommeil. Il nous avait prévenu, en novembre et en décembre, on ne verra que moi. Miss France, qui veut gagner des millions, le retour de Sacrée Soirée. Jean-Pierre Foucault truste l'antenne de TF1 et il ne la lâchera pas. On le retrouvera aux manettes d'un nouveau jeu Power of 10 l'année prochaine. 40 ans de télé, dont 20 à TF1. Et si son truc à lui, c'était la fidélité. On va lui demander, Jean-Pierre Foucault, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Vous l'avez dit dans le Nouvel Observateur, on ne verra que moi. Vous trustez l'antenne de TF1. C'est jubilatoire? C'est pas jubilatoire. Enfin, truster, c'est un mot fort. C'est vrai que je suis là de façon très aléatoire, très irrégulière, mais le hasard fait que pendant les fêtes et à la rentrée, on va me voir beaucoup. Disparaître un peu et réapparaître comme ça, c'est une stratégie pour durer. Ça marche bien apparemment. C'est une stratégie en tout cas qui fonctionne très très bien pour qui veut gagner des millions, puisqu'on apparaît, on disparaît, comme disent en vilain langage les gens de marketing, on crée le manque. Grosse actu, la première c'est Miss France, et ce soir, TF1, 20h50, vous animez l'élection donc de Miss France 2008, ça se passe au Cursal de Dunkerque. Il y a ce soir 36 prétendantes au titre de reine de beauté, et vous êtes accompagnée de Geneviève de Fontenay et de Rachel Legrain-Trapani, qui était la Miss France 2007, et déjà un petit parfum de polémique. Ça a pas mal balancé entre vous et Geneviève de Fontenay. Dans Télé Loisirs, elle dit Jean-Pierre Foucault ne s'investit pas assez dans le programme, et si l'an prochain on prenait Jean-Luc Reichmann. La grande qualité de Geneviève, c'est qu'elle parle, et qu'elle a raison de parler. C'est une de ses grandes qualités, de dire ce qu'elle pense. Après, on travaille. Et vous, de votre côté, vous en avez rajouté une couche, c'est sur le site Immédiat Biz. Geneviève adorerait faire une émission spéciale avec Franck Michael. Elle aimerait qu'on reste en 53, mais vous savez, on a la télé couleur. Non, vous vous taquinez souvent comme ça? Non, mais écoutez, on se voit une fois par an. Mais on se voit bien une fois par an dans un programme qui plaît, qui est un des programmes les plus regardés. Elle a son caractère, j'ai le mien. C'est plutôt rigolo, vous trouvez pas? Vous nous annoncez en tout cas une soirée d'une modernité exceptionnelle. J'ai même lu qu'on allait voir une soirée glam rock. Alors j'aimerais savoir à quoi ça va ressembler. C'est la contraction de glamour
et de rock'n'roll. Hein. Donc glam rock, c'est vrai que moi j'ai vu l'habillage, j'ai vu le décor, ça va être vraiment super. Mais vous n'allez pas être en pantalon fluo quand même, rassurez-moi. Mais vous savez, le plus important à la télévision, et Geneviève le comprend, c'est de ne pas faire de surplace. Il faut avancer, il faut évoluer. Si vous regardiez l'émission des Miss France d'il y a 10 ans, elle n'a aucun rapport avec celle d'il y a 5 ans et celle de ce soir. L'autre événement, c'est le retour de Sacrée Soirée à la télé. Tous les Français connaissent ce générique. Est-ce que vous avez conscience d'avoir fait une émission qui est mythique aujourd'hui ? Écoutez, je ne sais pas, non, franchement non, parce que, voyez-vous, j'ai fait des photos pour un grand magazine avec Gérard Louvain, et l'assistant photographe qui avait 20 ans ne savait pas ce que c'était. Soirée exceptionnelle, c'est le mercredi 19 décembre sur TF1 à 20h50, émission exceptionnelle pour fêter les 20 ans de la naissance, donc de l'émission. C'est le même principe qu'en 87, des invités, du direct, des surprises. Tout à fait. En direct, il y aura simplement un tiers de documents que nous avons sélectionnés avec amour, d'archives. Et moi, je dois vous dire qu'en regardant ces documents, écoutez, j'ai écrasé une petite larme parce qu'il y avait des surprises très très fortes, très émouvantes. Je pense à celle de Gainsbourg et à d'autres. Non, je pense que ce sera un rendez-vous sympa. En tout cas, moi, j'attends avec impatience. Vous êtes aussi ici, dans les murs de... On est dans les studios à la Plaine Saint-Denis. Ce sont les murs de Sacrée Soirée. Ça vous fait quelque chose d'être ici ? Oui, c'est un endroit magique. Et c'est un endroit qui n'est pas fait pour la télévision. C'était un hangar, on me reprochait toujours la mèche qui volait avec mon ventilateur. Maintenant, c'est équipé pour de la télévision, mais de mon temps, il faisait 40 degrés sur ce plateau. Enfin, c'était terrible. Mais c'est vrai que physiquement, ça restera indissociable de ce septennat de bonheur pour ce qui nous concerne. Les archives, les best-of, les moments cultes, les anciennes émissions à succès remises au goût du jour, le revival est à la mode apparemment sur toutes les chaînes en ce moment. La nostalgie fait de l'audience. On a même inventé un mot pour cela, Jean-Pierre Foucault, le rétrotainment. Le rétrotainment, où quand les vieux pots font les meilleures confitures, c'est bien connu. Décryptage de cette tendance avec Julien Dugast, on en parle juste après. Ça s'en va et ça revient. Une famille en or, la fureur, la roue de la fortune et bientôt un numéro spécial de Sacrée Soirée. Et la télévision française se la joue nostalgique. On appelle ça le rétrotainment ou comment faire du neuf avec du vieux. Disparu depuis 13 ans de l'antenne de TF1, l'émission fétiche de Jean-Pierre Foucault revient pour un numéro spécial le 19 décembre. Il y a 20 ans qu'on a créé Sacrée Soirée, déjà ça fait un choc. La recette miracle de ce programme, un générique qui reste dans la tête. De la variété, du direct, mais surtout des surprises. Et des surprises où Jean-Pierre était le roi du bluff. Quoi ? Ils sont tous là, les neveux et les nièces. Regardez, ils sont venus de Croatie. Je regardais le gros plan parce que je regardais que ça. Et je voyais la tête de l'artiste comme ça, c'est un artiste comme ça, puis comme ça. Et d'un seul coup, le visage changeait et très souvent les yeux devenaient humides. Et là, je disais, on a réussi notre coup, quoi. On a tapé dans le mille. Depuis combien de temps sont-ils là ? Puis hier soir. Oh. Ok, mais alors pourquoi la télévision aujourd'hui semble avoir plus de mal à imposer de nouvelles émissions ? La télévision n'est plus ce qu'elle était. Et donc, il y avait un marché où il y avait 2-3 grandes chaînes, donc 2-3 grandes marques, qui elles-mêmes faisaient des émissions qui avaient une très grande popularité, parce que ces émissions étaient justement en nombre limité. Je pense aux émissions de variété, ou une émission comme Sacrée Soirée. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de bâtir une marque, entre guillemets, avec une nouvelle émission. Plus compliqué d'imposer une marque, une explication au retour de la roue de la fortune en août 2006. Les fondamentaux restent... Une cabane à cadeaux, 2 autos, 100 000 €. Et voilà. Par contre, on a rajouté une playmate. De l'ironie envers les candidats. On salue la roue, les enfants. Ah oui. Bonjour la roue. Sans oublier l'hystérie, très 2007. Il y a très clairement aujourd'hui dans la télévision française, dans son ensemble, service public et chaînes privées confondues, une crise de l'innovation. La preuve par l'exemple, en mai 2007, c'est Une famille en or produit par Fremantle qui revient booster l'Access Prime Time de TF1. La marque est connue évidemment, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la sécurité de se dire, ça a déjà marché, pourquoi ça marcherait pas encore ? Et vous savez quoi ? Ça marche, et n'allez pas dire que la télévision est tombée dans la facilité. Il y a autant de travail à revisiter une chanson des Beatles qu'à composer une chanson originale. Ah, ils connaissent la chanson, les producteurs. Du coup, on se prend à se demander si Jean-Pierre n'est pas en train de nous préparer un vrai retour de Sacrée Soirée en hebdo.
Ça me donne envie, mais c'est comme si vous demandiez à Yannick Noah de rejouer son match où il était champion, quoi. C'est un moment de se dire, quelques années après, est-ce que si je le rejoue, est-ce que je veux pas arriver cinquième de... est-ce que je vais pas redescendre les marches? Moi, j'ai aucune envie de descendre les marches. On redescend pas les marches? Certainement pas. Il a tout à fait raison, Gérard. On peut pas redescendre les marches. On fait une émission anniversaire pour fêter les 20 ans. Point, c'est tout. Parlons de l'avenir maintenant. On nous annonce Power of Ten, c'est un jeu américain acquis donc par TF1 en septembre. Il sera diffusé début 2008. Est-ce que vous savez s'il va s'appeler toujours Power of Ten ou si le titre va changer? C'est une vraie question. Certains sont pour Power of Ten, d'autres souhaitent qu'il change. Moi, je sais pas parce que je suis assez partagé. Je pars du principe que P-O-W-E-R, ça signifie pas pour tout le monde Power. Et soyons raisonnables, pensons à ceux qui ne parlent pas l'anglais, qui sont nombreux. Donc moi j'aurais Power of Ten, je sais pas ce que ça veut dire. Donc peut-être que moi j'aurais envie qu'on francise, mais on verra bien. Ça n'est pas encore décidé. Ce n'est pas encore décidé. Non. Est-ce que vous pouvez au moins nous expliquer le concept? Très simple, 4 questions. Si vous répondez aux 4 questions, vous repartez avec $1 million. C'est pas compliqué. Vous voulez la première? Non, ce sont des questions un peu particulières. C'est des questions qui ont déjà été soumises sous forme de sondage aux Américains. Donc là, ce sera aux Français. C'est très rigolo comme question et comme, par exemple, quel est le pourcentage d'Américains qui ne mangeraient pas de hamburger s'ils devaient eux-mêmes tuer la vache? Bon. Oui, par exemple, la question. Alors, le candidat a un curseur, il dit, moi je dis entre 40 et 60. Ensuite, il doit viser pile, en tout cas jamais en dessous du bon chiffre. Et s'il répond comme ça, 4 questions, et c'est difficile, aux États-Unis, il repart avec $10 millions. La radio, vous ne l'avez jamais lâché, c'est votre premier amour. C'est mon amour, oui. Votre amour de toujours. La bonne touche, c'est du lundi au vendredi sur RTL, 11h30, 12h30 avec Cyril Hanouna. Au départ, il n'y en avait pas beaucoup pour parier sur le succès de ce duo. Cyril et moi, on doutait aussi tous les deux. Et puis il y a eu ce mariage assez étonnant qui fait qu'aujourd'hui on se marre tous les jours. Et ça, eh bien, nous avons une surprise pour vous. On l'écoute. Salut Jean-Pierre, Cyril Hanouna, tu me promets? Le frère de Sébastien Follin, la météo TF1 Mouloud, frère de Mouloud aussi, les 3 frères, ouais. Jean-Pierre, je te cache pas que le PSG est un petit peu mal en ce moment, tu le sais. Et un petit réconfort de Jean-Pierre Foucault ne leur ferait pas de mal. Donc moi, ce que je te propose, c'est un petit aller PSG devant la caméra. Et si tu ne fais pas ça, tu es obligé de raconter la blague de la prison. Attention, Jean-Pierre, fais le bon choix. C'est ton dernier mot. Oui, merci beaucoup Cyril pour cette question. Je suis avant tout respectueux des sportifs. Et je ne peux que, très sincèrement et du fond du cœur, dire allez PSG, parce que ce serait triste, puisqu'ils sont en relégable, de les voir passer en seconde division, comme on disait à l'époque. Et on a besoin, nous à Marseille, qui sommes beaucoup plus forts qu'eux, on a besoin au moins 2 fois par an de les rencontrer. Et on ne peut les rencontrer que si on joue dans la même ligue. Alors, allez PSG. Voilà qui est dit, c'est dans la boîte. Et merci d'être venu sur le plateau. Écoutez Charlotte, merci de m'avoir invité en tout cas. De Plus Clair. En parler. Je vous attends ce soir pour les Miss, bien sûr. Je serai à Dunkerque, bien évidemment, comptez sur moi. N'oubliez pas votre écharpe. Sans transition aucune. Mauvais temps pour le président vénézuélien Hugo Chavez. Son référendum de dimanche sur une réforme constitutionnelle qui lui aurait donné plus de pouvoir est un échec et son image de leader populaire à l'étranger s'écorne de jour en jour. Il lui reste une arme dans son pays, sa télévision de propagande. Julien Dugast. Buenos días a Venezuela. Programa Aló Presidente numéro 298. Allo Présidente, c'est l'émission dominicale du président Hugo Chavez. Social-démocrate pour ceux qui le soutiennent, despote pour les autres. Une chose est sûre, le chef d'État vénézuélien a compris l'importance des médias dans son bras de fer contre les États-Unis. La preuve, en visite à Paris le 20 novembre dernier pour s'entretenir du cas Ingrid Betancourt avec le président français, M. Chavez n'a pas hésité à entonner devant les caméras un petit chant révolutionnaire de Derrière les fagots. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Depuis qu'il a été élu président, il a placé, si vous voulez, la communication, tout ce qui est médiatique dans le centre de son mandat. C'est quelqu'un qui s'exprime toutes les semaines au Venezuela, qui parle aux Vénézuéliens. Et ça, c'est le premier président, en fait, qui a fait ça au Venezuela. Et oui, chaque dimanche depuis 9 ans, le bouillant leader révolutionnaire est à l'antenne pour son émission Allo Présidente.
60% de la population adore qu'il explique dans des paroles simples ce qu'il est en train de faire, même s'ils ne sont pas d'accord. Creo que tiene un teléfono que tiene alcance mundial. Fidel agarra un teléfono, levanta aquí y habla con Bush. Sans surprise, pendant 5 ou 6 heures, Hugo Chavez vante les mérites de Fidel Castro sans oublier de critiquer Bush. Mais il y a plus. Il profite justement de cette émission pour faire des annonces, par exemple quand il change les ministres, quand il y a un nouveau ministre qui rentre dans le gouvernement. Donc effectivement, il y a une politique médiatique bien conçue. Un président sauce télé-réalité en quelque sorte. Une télé-réalité évidemment contrôlée, qu'on ne s'y trompe pas, cette émission n'est pas une tribune pour l'opposition. Il y a un filtre, mais les gens aussi qui regardent à le président, c'est sûr, ce sont les gens qui le soutiennent. Et pour les médias qui ne le soutiennent pas, M. Chavez n'hésite pas à monter au créneau. Cette semaine, la chaîne CNN a posé par erreur cette question à son sujet. Forcément, le chef d'État vénézuélien a obtenu des excuses. Décidément, les médias n'ont pas fini de parler de ce président-là. Comandante Che te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en molde de gloria. Une webzone un peu spéciale cette semaine. Karima Hamzaoui et Théodore Bourdeau ont enquêté sur des agences de com pas très recommandables. Leur mission, faire la pub de l'organisation terroriste Al-Qaïda. Diffusion de dépêches, boîtes de prod, cellules médias, une stratégie hyper pro. Cyber-enquête signée Plus Clair. Ces vidéos d'Oussama Ben Laden, vous les avez déjà vues dans tous les JT. La réapparition de Ben Laden. C'est donc bien Oussama Ben Laden qui s'exprime. Celle-ci date de la semaine dernière. Comme toutes les autres, elle est signée As-Sahab, la branche média d'Al-Qaïda. Qui se cache derrière cette organisation? Certains spécialistes ont leur explication. Sahab est devenu la propriété de Ben Laden. C'est aussi une méthode pour eux, pour les terroristes, d'occuper les services de renseignement et de leur faire perdre leur temps pendant qu'eux ont déjà une longueur d'avance. Et c'est ce qu'ils font. Derrière cette signature, à chaque fois, 2 autres noms apparaissent, El Fajr et El Fourkan. El Fajr est une organisation qui diffuse principalement du texte de propagande islamiste et ce dans toutes les langues. Quant au rôle d'El Fourkan, c'est une autre organisation qui, elle, met en ligne essentiellement des vidéos sur le conflit en Irak. Et voilà ce que ça donne. Des images chocs qui consistent notamment à recruter des militants islamistes sur le net. Tous ces sites-là présentent la même chose en fait. Quand vous allez sur les pages d'accueil, vous allez voir quoi? Vous allez voir des actes de violence. Et puis petit à petit, plus vous allez rentrer dans le site, plus vous allez communiquer, plus vous allez être dirigé vers des sites un peu plus violents où on va vous proposer de participer. Toujours petit, ça commence par des traductions, du maintien de site. Et puis, on va passer après à un niveau plus fort où là, on va demander de devenir beaucoup plus actif. Nous avons navigué sur ces sites justement en prenant un pseudonyme. Et voilà ce que nous y avons trouvé. Un manuel de cyber-djihadiste. À l'intérieur, entre autres, des conseils pour pouvoir mettre en ligne des messages de propagande sans se faire repérer par les services secrets. D'ailleurs, justement, comme en France, la traque de ce genre de site s'organise. Nous avons posé la question à une spécialiste du terrorisme. Comme tout travail de renseignement, de sécurité, etc., c'est extrêmement cloisonné. Donc on a un veilleur, on a un traducteur qui va faire la traduction, on a un analyste qui va regrouper l'ensemble des choses que chacun fait dans son coin. Et puis ensuite, toute une chaîne, on va dire, on a toute une chaîne de la veille jusqu'à la prise de décision, est-ce que c'est dangereux ou pas. Voici la dernière nouveauté, s'infiltrer dans le monde virtuel de Second Life. Des militants islamistes s'y donnent rendez-vous sous de faux pseudos et y organisent des réunions pour de futures exactions. L'avantage de Second Life, c'est qu'il n'y a aucune traçabilité. Selon la presse américaine, une quinzaine de djihadistes s'y trouveraient déjà. Plus Clair, c'est fini. Un café, il est offert par Pascal Clark. Je vous retrouve samedi prochain, 12h45. D'ici là, ouvrez grand vos yeux.